à tous et bienvenue dans le Café de la Marine. Nous sommes ravis de vous retrouver à la Cité de la Voile. Éric Tabarly, bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors cette semaine, on vous entraîne dans les tout derniers préparatifs de la Mini Transat. C'est une épreuve initiatique qui a vu passer les plus grands noms de la course au large et qui, cette année, pour sa 23e édition, accueille 90 concurrents répartis soit en proto, soit en série. Alors, passe ta Mini d'abord, a-t-on coutume de dire sur les pontons. Et c'est ce que s'apprête à faire Anne-Claire Lebert. Ingénieure, elle est responsable du bureau d'études du projet Initiative Cœur, mais elle a décidé de renouer avec son passé de régatière pour se lancer dans cette aventure au large. À ses côtés, un des doyens de la course, Pierre Meillat, 66 ans de retour sur cette épreuve emblématique, 27 ans après sa première participation. Vainqueur du prologue, il avait été hélas contraint à l'abandon suite à un dématage et il revient pour terminer une histoire stoppée beaucoup trop tôt. On les accueille, Anne-Claire Lebert et Pierre Meillat. Bonjour à tous les deux, installez-vous, merci d'être avec nous. Alors on le disait, on a une quinzaine de jours maintenant du grand départ de cette Mini Transat, départ fixé au 26 septembre. Comment vous vous sentez à ce stade? Est-ce que vous êtes fin prêt? Est-ce que vous êtes un petit peu en vrac? Comment vous êtes? Pierre? C'est les dames d'abord. Mais bon... C'est parti. En plus, j'ai stoppé, elle était lancée. C'est parti. Comment on se sent? Personnellement, pas encore prête, parce que j'ai toujours pas arrêté de bosser, donc j'essaye de finir ma préparation. En vrac, quand même pas. Donc là, je suis sur les derniers ajustements, matériel de spare, etc. Le bateau en moyenne globale est assez prêt et j'ai hâte d'arriver au sable le 15 septembre pour pouvoir me concentrer plus sur la course. Pierre, lui, il avait le baptême de son bateau hier soir, très émouvant d'ailleurs comme moment, mais il est pas en vrac, hein, il a bonne mine. Oui, mon tempérament fait que j'ai besoin d'être prêt pour avoir l'esprit dégagé. Donc, le bateau est globalement prêt. On fait toujours des impasses, mais la pression va monter petit à petit. Mon coach mental est prêt à réagir au moindre appel de ma part. Alors cette épreuve, elle va vous emmener des Sables d'Olonne en Guadeloupe via une escale aux Canaries. 137 skippers espéraient être de la partie. Après avoir été longtemps fixé, le nombre des inscrits était de 84. La direction de course, en accord avec la Fédération française de voile, a ouvert à 90 le nombre d'inscrits. Et puis le dernier ticket, d'ailleurs, il a été délivré à une jeune Lorientaise, Chloé Lebar, championne de laser en 2017, je crois. Eh ben, écoute, coup de chance, elle sera de la fête. Et oui, on y trouve des profils très variés dans cette Mini Transat qui a vraiment un vrai succès. On y vient découvrir le large. Et avec ces profils très variés, on le voit quand même là, 90 tickets. Et encore, il a fallu fixer une limite. L'engouement pour cette course est indéniable. Alors c'est vrai qu'on peut encore s'y engager avec des petits budgets. Est-ce que c'est ce qui explique son succès, Anne-Claire ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est sûr que c'est accessible à tout type de profil, de gens qui ont fait de la compétition ou des gens qui débutent. On voit vraiment de tout. C'est suivant qu'on choisisse le série ou le proto, c'est sûr que les budgets sont pas les mêmes. L'aventure est un peu différente aussi, parce que sur les séries, je pense qu'on fait plus... on est plus sur la navigation et c'est un peu le marin qui fait la différence, alors que sur les protos, il y a quand même la notion de développement du bateau. Donc, qui coûte beaucoup d'argent en général. Plus d'argent, en tout cas. Donc c'est ça qui est formidable dans cette classe, c'est vraiment les rencontres des gens différents et qui donnent cet élan. On dit ministre un jour, ministre toujours. Je pense qu'avant de le faire, on ne peut pas comprendre, quoi. C'est vrai que ce sont souvent des histoires de vie. Pierre, entre la Mini et toi, c'est vraiment une vieille histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, tu avais disputé l'édition 1993 qui avait été très rude et d'ailleurs marquée par la disparition de Pascal Leys. Toi, tu avais dématé, tu avais été secouru dans le golfe de Gascogne. Après les Canaries, et est-ce que d'ailleurs la course avait été interrompue à un moment. Bref, est-ce que toi, le film de cette course, il te revient? Quel souvenir tu en gardes? Il est revenu régulièrement, mais depuis que je me suis lancé dans ce projet, il y a 2 ans et demi, non, l'image maintenant, c'est des images positives qui arrivent. Et puis, je dirais, entre 93 et aujourd'hui,
La grande différence, c'est qu'en 93, j'avais dû naviguer 1500 milles ou 2000 milles maximum. Là, j'en suis à Oui, tu près as de bouffé 8000. du 1000. Là. Et alors, il y a quand même cette envie de terminer une histoire qui s'est terminée trop vite. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi autant d'années après? Qu'est-ce qui fait que c'est cette édition-là? Pour moi, c'est un peu personnel, mais mon leitmotiv, c'est le non-renoncement. Non-renoncement à beaucoup de choses, et c'est pour ça que je porte un projet derrière moi qui me permet aussi d'avancer et d'essayer d'être exemplaire, parce que je prône des valeurs et je m'y tiens. Donc, On va reparler justement un peu plus Oui, on tard. parlera de ces messages que tu vas apporter sur l'océan. Alors, Anne-Claire, toi, tu as un parcours très différent parce que tu viens de la filière olympique avec même un titre de championne du monde de 4,20 avec Marie Rioux. Tu as beaucoup de rêves. Tu as fait même trois préparations olympiques avant de tourner la page en 2012 après les JO de Londres. Comment tu as vécu cette transition? Et puis cette fin d'olympisme, Oui. Assez mal, hein. Je pense qu'on va pas s'en cacher. Là, le sport de haut niveau, c'est quand même hyper prenant. Moi, j'ai commencé petite, donc j'ai grandi avec les entraînements, les copains, l'équipe de France, les voyages, et puis voilà le développement de beaucoup d'entraînement et de travail. Et c'est vrai que le jour où on arrête, c'est compliqué derrière. Bon, après, j'ai eu la chance d'être bien entourée quand même et de pouvoir... j'avais fait des études en parallèle, donc j'en ai profité pour me reformer un petit peu en architecture navale pour intégrer justement le milieu de la course au large. Oui, parce que tu avais déjà aussi un diplôme d'ingénieur à l'INSA que tu as complété avec ce diplôme d'architecte naval. Et puis finalement, tu es rentré dans la course au large. Et en 2015, tu as intégré la team de... À l'époque, c'était Tanguy de la Motte. Et tu es toujours dans cette team Initiative Cœur aujourd'hui avec Sam Davis, responsable du bureau d'études. C'est un poste à grosse responsabilité. Comment tu arrives à concilier les deux? La mini et le travail. Ce boulot qui est quand même plus le job de pas des maman. moindres. Plus le job de maman. Après, c'est des questions d'envie et d'organisation. Je pense que moi, j'avais très envie de renouer avec la compétition. Je fais un super boulot. C'est vraiment passionnant ce qu'on fait sur les gros bateaux, mais c'est vrai qu'on navigue moins et que, comme je disais, on dit salut aux skippers qui partent en mer. Et j'ai eu envie aussi, moi, de repartir en mer. Et j'ai choisi le mini parce que finalement, c'était quelque chose que je pouvais concilier avec mon travail et ma vie de famille. Chose qui n'est pas possible, plus difficile en Figaro. Donc j'ai fait ce choix-là déjà pour aller vers la course au large et vraiment découvrir des choses que je ne connaissais pas encore. Et c'est aussi grâce à mon métier que, après l'olympisme, j'ai découvert plus la course au large. J'ai fait une transat de retour sur l'IMOCA et je me suis rendu compte que finalement, ça me plaisait. Et c'est là que s'est produit le déclic, parce qu'à la base, ton feeling, c'était justement de la régate au contact. Comme tu dis, tu as fait cette transat de retour, mais la course au large et en solitaire, c'est encore un pas au-dessus. Oui, c'est ça. La première chose, c'est que cette transat de retour, ça m'a permis de voir que j'étais capable de passer 15 jours en mer sans que ce soit long ou m'ennuyer. Et pourtant, il n'y avait pas la course. Et la deuxième frein, pour moi, c'était de faire du solitaire. Enfin, le frein, entre guillemets, ce que je ne connaissais pas. Et finalement, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, à l'aube des 40 ans, d'aller faire ça. Et c'est vrai que la première chose que j'ai fait, c'est d'aller faire ma qualif. Donc les 1000 milles hors course, seul, sans course. Et j'ai vraiment apprécié. Et je me suis dit on voit des super paysages, des voilà. images que tu nous as fournies où vraiment on sent que tu as ce plaisir d'être sur l'eau au large. Voilà, et finalement la solitude, c'était pas un problème, et maintenant je suis très très contente de faire ça. Peut-être même je me dis que j'aurais dû le faire avant. Alors la Mini a cette singularité, on le disait, d'accueillir à la fois des bateaux proto et série. On va justement parler de vos bateaux respectifs. Pierre, toi tu as racheté le Pogo de Capucine Trochet, que l'on salue d'ailleurs, Pogo de 2004. Il a quand même fallu le rafraîchir un petit peu. Oui, il n'avait pas navigué depuis une dizaine d'années, donc un chantier, mais jeunesse. ça m'a permis de démonter le bateau, de le remonter, et puis de partir en qualif après une demi-heure de test pour pouvoir participer à la Transgascogne en 2019. Bon, c'est un bateau, c'est un super bateau, le Pogo 2, hein, c'est une mobilette.
Aux allures, je dirais à partir de 70 degrés à 120 degrés, on est un petit peu malheureux par rapport au nouveau bateau parce qu'on manque de puissance, mais c'est un bateau qui me correspond bien, hein. Je n'ai pas vocation à viser un podium, sauf peut-être un podium dans les bateaux pointus, où là, il y a une âpre concurrence et un prix. Alors Pierre, on l'a dit tout à l'heure, tu as fait un sacré nombre de milles à bord de ce bateau en 2019, en 2020. Tu t'es quand même sacrément entraîné. Tu es même revenu au pôle à Lorient Grand Large avec les petits jeunes. Tu as fait de la prépa physique, de la stratégie. C'est un sacré bain de jouvence là. Bah, il y en avait besoin. Oui, non, mais c'est extraordinaire, Lorient, parce qu'on a des structures, je pense, qui n'existent pas ailleurs, que ce soit Lorient Grand Large ou la base, c'est fabuleux pour monter un projet, hein, parce qu'on a toutes les compétences à côté, on a des infrastructures qui nous permettent de faire nos programmes comme on veut. Et puis, bon, moi, j'avais plus de temps que les autres, hein. C'était plus les temps de récupération qui me posaient problème. Et puis avec des vrais partages aussi entre les coureurs et une vraie solidarité. Alors, la classe mini, quand j'ai fait le choix de repartir, je me suis posé des questions, hein. J'aurais pu faire une transat en classe 40 ou une transquadra. Ouais. Et puis non, l'esprit de la classe n'a pas changé, même si ça s'est beaucoup professionnalisé. L'esprit de la classe, il reste le même, c'est-à-dire que c'est une classe extraordinaire avec des gens fabuleux, et c'est vraiment sympa ça. Alors, en plus, dans cette préparation, tu as aussi bénéficié des précieux conseils de ton fils, Paul, qui est quand même un des brillants skippers de la classe IMOCA, vainqueur de la Route du Rhum en 1978. Son apport vous a permis... Plus tard. Non, en 2018, pardon. En 2018. Gilbert, il a trop d'expérience sur les pontons, il en a tellement Et donc, vu. Paul, il est là, je crois. Alors, je pense que... Rejoins-nous, Paul. Viens faire un petit coucou. Il va nous rejoindre, mais c'était sans doute des grands moments de complicité. Ah ben, les moments de complicité en matière de course au large, oui, on les a connus notamment pour sa première course du Figaro où on a monté un projet qui n'était pas gagné d'avance. Voilà. Alors Paul, qu'est-ce que tu penses du projet de ton père? Tu penses qu'il est un peu fêlé ou... Alors déjà en 78, j'étais pas né. 98, c'était la première route du Rhum. Non, fêlé, je crois pas. Enfin si, il est fêlé pour plein de choses, mais peut-être pas pour ce truc-là justement. C'est ça que je trouve génial. C'est que moi je pars assez serein parce que je sais que c'est un grand marin et il a beaucoup navigué, quoi. Il a vraiment beaucoup navigué, il nous a transmis ce virus. C'est vrai que c'est quand même grâce à lui qu'on a fait tout ça. Je parle aussi avec mes sœurs qui ont beaucoup navigué. Oui, parce qu'une de tes sœurs a fait une prépa olympique aussi. Voilà. Et puis non, c'est super, la classe est assez géniale, le projet est top. On a vécu un super moment en début d'année. Avec la BSM, on a fait ça ensemble, et c'est vrai que c'est quand même incroyable de pouvoir partager ça, de faire une régate qui était des conditions pas faciles, mais ouais, non, c'est un super souvenir. Et puis tu le titilles un peu, hein, sur les objectifs, tout ça, t'hésites pas à le taquiner un petit peu pour aller chercher. Ouais, bon, pas trop quand même, mais c'est vrai que oui, on aime bien se pousser un peu dans la famille, et puis. Non, mais je le laisse quand même vraiment autonome parce que la course au large, il faut quand même imaginer que globalement, c'est quelque chose qu'on va faire tout seul. Donc en fait, il faut quand même tu lui dis mener son projet. Francis Joyon, la Route du Rhum 2018, il l'a remporté à 63 ans. Ouais, donc ça va, c'est pour ça que je dis. Merci Paul pour ce petit moment avec nous. On va parler aussi de ton bateau, Anne-Claire. Alors toi, tu disposes d'un SCO Millennium qui a été mis à l'eau en septembre 2020, avec lequel tu es très en phase. On sent vraiment ce plaisir de naviguer avec ce bateau. Et ça se voit aussi dans les résultats, parce que tu as déjà fait 3 podiums cette saison. On va regarder une petite vidéo du bord, justement, qui témoigne de ton plaisir d'être là. C'est génial! C'est tellement chouette ces petits SCO là qui vont tout seuls. Alors, on sent vraiment ton plaisir d'être sur l'eau. La prise en main de ce bateau, elle s'est bien passée, mais ton projet, il est axé aussi sur la performance, Anne-Claire, avec des objectifs sportifs déclarés, assumés. Oui,
Oui, c'est sûr que quand j'ai décidé de partir sur la Mini Transat, c'est aussi parce que j'ai eu la chance l'opportunité de trouver ce bateau, parce que je me suis décidée tard. C'était un peu un coup de tête. Je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, j'y vais maintenant. Et puis, ce bateau, j'ai pu le trouver. Et c'est ce qui m'a poussée à y aller, parce que je voulais faire la Mini, mais pas pour juste l'aventure. Je voulais le faire pour aller chercher des résultats. Et je suis toujours convaincue que c'est le modèle en série qui va bien. Donc, c'est des super bateaux, que c'est impressionnant comme ça va vite, alors que c'est des petits bateaux en verre de 6,50 m. On n'est pas mouillé à bord. C'est des super bateaux. Et c'est aussi pour ça que je suis partie en série. C'est parce que j'avais pas envie de faire du proto. Parce que en fait, c'est mon métier de concevoir des prototypes. Donc là, j'avais vraiment envie juste de naviguer, de me faire plaisir. Et c'est vraiment une réussite, quoi. Alors ce bateau, il va porter le nom d'un de tes partenaires, Rendez-vous Équilibre. C'est une entreprise brestoise. Ça s'est décidé par tirage au sort. Quel est le montage financier ? En fait, j'ai décidé, comme j'ai cherché des partenaires pendant un petit moment, et bon, on sait comme c'est complexe, et finalement, j'ai trouvé une solution, c'était de créer un club de partenaires, donc avec un ticket d'entrée assez restreint, pour que des petites entreprises ou les gens qui m'entourent puissent m'aider à leur niveau. Et donc, ce que j'ai mis en jeu, en fait, c'était, en plus de l'accueil sur les baptêmes, sur la course, c'était de pouvoir gagner la décoration et le naming du bateau en tirage au sort. Donc, tirage au sort que nous avons réalisé vendredi avec Sam Davis, qui est la marraine c'est elle qui a tiré au sort, c'est la marraine de mon bateau. Et donc, qui a tiré au sort Rendez-vous Équilibre, qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour le bien-être, en fait. Donc tout ce qui est naturopathie, coaching. En gros, c'est le Doctolib de la médecine douce, quoi, on va dire. D'accord. Ça fait une belle vitrine pour cette entreprise. Pierre, toi, ton mini porte le nom du goût de la vie, et tu le disais tout à l'heure, au-delà du sportif, au-delà de l'envie d'y retourner, il y a aussi le besoin de donner du sens. Explique-nous. C'était pour moi indispensable. Une transat, c'est quelque chose d'un peu égoïste. Et puis, je voulais repartir, mais je voulais, oui, donner du sens au projet. Et puis donc, avec les membres de l'association, on a décidé de créer le Goût de la vie, qui est une association, je dirais, un peu généraliste, où le principe, c'est d'essayer d'être exemplaire pour montrer aux gens qu'en fin de compte, que le domaine du possible est toujours là. Et puis en prenant des valeurs comme l'éducation, je dirais que c'est la plus grande valeur, la tolérance, la bienveillance. Et donc, on a bien fait vivre cette association. Alors, bien fait vivre... pas tant pour financer le projet, mais dans tous les cas, pour avoir derrière un certain nombre de personnes qui sont attachées à moi et qui, en fin de compte, me soutiennent moralement, mais je sais qu'elles sont là. Sont derrière toi. Il y a aussi les enfants qui sont... Alors, on a fait des tas de choses, et bon, notamment avec les enfants, j'ai décidé, j'habite Locmiquélic, de travailler avec une institutrice sur des valeurs et sur un logo pour pouvoir le peindre sur mon SPI. Et donc, on a fait ce travail qui a pris quand même 3 séances. Et puis, la plus belle réussite, c'était hier au baptême, c'est qu'il y a quand même une quinzaine d'enfants de la classe que j'avais invités qui sont venus au baptême spontanément parce que le projet leur avait plu. Donc ça, c'est une belle réussite. Une belle victoire. Voilà. Et en plus, il est suivi, Virginie, par la championne du monde d'optimistes qui suit aussi ce projet avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous allez parcourir plus de 4000 milles sur un monocoque de 6,50 m. C'est presque 3 fois moins qu'un IMOCA. Traverser l'Atlantique sur une coque de noix, ça reste quand même une vraie aventure, Pierre et Anne-Claire. Bon, le golfe de Gascogne, on l'a dit, il peut être un peu hostile à l'automne, on ne vous le souhaite pas. Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ? Il y a un peu d'inconnu. Après, de l'appréhension, pas encore, en tout cas. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que je suis focalisée sur la préparation finale. Donc voilà, j'ai énormément envie de partir. J'ai hâte que ça arrive et qu'on soit le 26 septembre et qu'on ait fini tous les contrôles, etc. Ça donne ça, passage du rail.
Et là, c'était une petite image où on te voit avec un paquebot quand même, et tu te dis on se sent tout petit sur cette vidéo. C'est vrai qu'on n'est pas bien grand sur un bateau de 6,50 m. Non, c'est sûr, on est vraiment petit. Après, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est des bateaux à taille humaine où au final, on peut tout faire, on peut barrer, chose qu'on peut fait plus sur les gros bateaux. Donc moi qui suis barreuse de métier, on va dire, je prends beaucoup de plaisir à barrer ce bateau. Et ouais, on se sent petit, mais en même temps assez en sécurité parce que les bateaux se manœuvrent bien, sont bien conçus. Et voilà, après, j'imagine quand on sera au milieu de l'Atlantique là-dessus, on espère que... J'imagine qu'il y aura des moments de doute et de peur peut-être aussi. De solitude Voilà. aussi. Pierre, parce que tu as il y a beaucoup pas de moyen de bourlingué aussi. communication, ouais. Oui, alors moi, l'appréhension de la casse, je crois que c'est compte tenu de ce qui m'est arrivé la première fois, c'est quand même quelque chose qui me travaille. Mais bon, on prépare, on fait malgré tout quelques impasses. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie à bord et sur les pilotes pour pouvoir dormir. Je dors beaucoup en mer. Il n'y a aucun moyen de communication, hein. Ça c'est vraiment aussi une spécificité. Zéro, hein. Rien du tout, pas un téléphone. Donc c'est un voyage seul face à soi-même aussi. Est-ce que vous appréhendez la solitude? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'emmène même pas de livres ni de musique à bord. Je ferai peut-être quelques croquis, mais c'est pas Pierre gagné, fait des hein, aquarelles, Virginie. parce que ça bouge tellement un bateau que pour arriver à faire quelque chose, c'est mission impossible. Hein. Je m'y étais essayé, mais bon, ou noter quelques idées, mais bon, ça va se limiter à ça. Entre faire marcher le bateau, contrôler le bateau, faire la météo, je pense qu'il n'y a pas de raison et faire la cuisine, hein, c'est important aussi. Anne-Claire, la solitude, ça te... Comme je le disais, c'était un peu mon gros questionnement avant de partir en solitaire. Aujourd'hui, sur les courses que j'ai fait et la qualif, j'ai jamais ressenti de problème de solitude. Après, c'est sûr que ce sera beaucoup plus long. Mais une fois qu'on est dans la course et qu'il y a tellement de choses à faire, c'est pareil. Moi, j'ai de la musique, mais finalement, je la mets pas, ou peu, parce que je suis tout le temps concentrée ou dormir. Voilà. Donc, je pense que j'espère, en tout cas, que ça ira jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est une course quand même unique. Alors, il y aura 14 femmes pour 76 hommes. Que vous inspire ce chiffre? Alors déjà, je trouve ça hyper positif de voir autant de femmes sur cette course parce que je pense que c'est la course en pourcentage où il y a le plus de femmes. Donc moi, ça me fait très plaisir. Et souvent, on nous parle de ces chiffres et on me dit est-ce que vous avez un message à passer aux femmes? Et moi, c'est juste que j'ai envie de leur dire voilà, c'est possible. On peut faire ça même quand on est une femme. Et c'est surtout ça qu'il faut passer comme message. Et qu'on travaille, qu'on ait des enfants, à tout âge, c'est possible. Et je trouve ça chouette de voir 14 femmes au départ. Et tu trouves en plus aussi que le support, il est adapté par rapport à certains autres bateaux? Oui, je trouve que c'est le fait que ce soit des petits bateaux physiquement, on n'est pas gêné. Et le format est long aussi, donc ça permet de peut-être compenser des différences physiologiques, physiques, on ne peut pas les nier. Et par rapport à d'autres bateaux comme le Figaro, où je pense que là, pour le coup, avec pas possibilité d'adapter son bateau et des formats très courts, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Alors Gilbert, l'actualité, c'est aussi l'arrivée de la 3e étape de la solitaire du Figaro. Hein. Oui, et au terme d'une étape très compliquée dans des vents parfois erratiques, dans une humidité permanente, Pierre Quiroga, skipper massif, déjà vainqueur à Fécamp, a signé une nouvelle victoire d'étape à Roscoff devant Alexis Loison et le Britannique Alan Roberts qui complète le podium. Une nouvelle victoire d'étape qui permet au skipper méditerranéen de conforter sa place de leader au classement général. Xavier Macaire, vainqueur à Lorient et qu'on avait reçu sur ce plateau, qui avait connu des galères dans la 2e étape, a été souvent à l'attaque dans ce 3e acte, mais a manqué de réussite. Il prend la 4e place à 17 minutes du vainqueur. Enfin, les Bisus ont souvent bataillé aux avant-postes et il faut saluer la belle performance de Gaston Morvan, à nouveau dans le top 10, 9e. Ce n'est d'autre que le fils de Gilda, le géant, une figure de la solitaire. Et en tout cas, Gaston, c'est quand même une révélation de cette édition. Charlotte Yven n'a pas vraiment eu de chance. Justement, mes aventures cruelles dans son jardin, elle qui est originaire de la baie de Morlaix, alors qu'une superbe 5e place lui tendait les bras, elle s'est échouée. On imagine la fatigue qui a pesé parce que c'est quand même 4 jours, 4 nuits en mer. Elle avait fait une superbe étape. Ouais.
Et voilà, une pensée pour elle qu'on avait reçue sur ce plateau. Et avant le Charlotte départ. Yven n'est pas un grand gabarit sur un Figaro, c'est quand même une vraie performance. Et on peut suivre, vous pouvez suivre tous les détails justement de cette solitaire du Figaro avec les papiers d'Aline Méret dans le Télégramme et puis sur l'appli Planète Voile. Vous pouvez aussi retrouver la semaine voile avec tous les temps forts de l'actualité voile compilés par Clara Gestin. C'est déjà presque la fin. Oui, c'est la fin de cette émission. Le chrono passe hyper vite. On était vraiment ravis de vous recevoir. Là, vous allez donc prendre le départ direction les Sables d'Olonne où vous devez être le 15 pour un départ donc normalement le 26 septembre. On vous souhaite le meilleur dans cette aventure. On espère que vous allez vous régaler, prendre beaucoup de plaisir et puis voilà, on suivra de très près votre aventure et celle de tous les ministres, les 90 ministres qui partent donc dans cette édition. Nous, Gilbert, on se retrouvera dans une quinzaine de jours. Tout à fait. Bonne transat, Anne-Claire et Pierre. Allez, un grand merci à Guillaume et Manu à Guillaume et à Arnaud à la réalisation. On remercie également Manu et toute l'équipe de la Cité de la Voile Éric Tabarly pour leur accueil. Et puis nous, on se retrouve très vite. Merci encore. Bye bye. Merci.